C'est toujours étrange d'écouter sa voix, en fait. Tu te reconnais pas. Enfin, toi, tu as peut-être plus l'habitude, mais moi, à chaque fois que j'entends ma voix, je me reconnais pas. Alors, ouais, même si je m'entends, franchement, c'est jamais très agréable. Je me dis, mais je suis comme ça. Ouais, c'est ça. Même quand c'est une sensation étrange de se dire, mais ça fait presque 50 ans que je suis pas encore habitué à ma voix. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans On verra en post-prod. Ici, on raconte les coulisses de l'audiovisuel, le chemin derrière un métier, une passion, une spécialité. On parle de plateau, de post-production, de création, de technique, bref, de tout ce qu'on ne voit pas toujours à l'écran. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Vaux, acteur, cascadeur, chorégraphe de combat, un professionnel français dont la carrière traverse aussi bien le cinéma national que les grosses productions internationales. On l'a vu à l'écran et au générique de films comme Fast and Furious 6, où il intervenait en tant que cascadeur. Plus récemment, il a travaillé sur Mourir peut attendre, un James Bond, en coordination de combat. Patrick incarne le lien rare entre scènes d'action physique, mise en scène et exigences techniques. Et c'est précisément ce chemin que nous allons explorer aujourd'hui. Salut Patrick, comment tu vas ? Bonjour. Ça va très bien, merci. Écoute, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Tu es, on va dire, le premier invité que je ne connais pas, que je vais vraiment découvrir au fur et à mesure de cet entretien. Eh ben, je suis ravi et enchanté. Est-ce que la présentation te convient déjà ? Oui. Ça me représente très bien. Tu as fait tes recherches. Non, c'est bien ça. J'avoue que avant de te contacter, j'ai fait l'erreur d'aller sur Wikipédia. Et c'était une erreur parce que pour moi, ça m'a intimidé. Bon. J'ai vu tout ce palmarès et tous ces films qui, moi, me parlent. Quand je vois marqué Rush Hour 3, j'ai une petite émotion qui monte parce que Jackie Chan représente beaucoup de choses pour moi. Il y a aussi du Jet Li avec Danny the Dog, c'est ça ? Danny the Dog, tout à fait. Voilà. Ça, c'était ma période où j'étais cascadeur. Et voilà, quand j'ai lu ça avant de t'appeler, j'ai fait « Ah, d'accord, je vais appeler quelqu'un qui a joué vraiment dans tous ces films. » Je te rassure, j'étais moi aussi impressionné à l'époque parce que j'étais fan, comme toi, je pense qu'on est de la même génération. Ouais. Et j'étais fan aussi, évidemment, de Jackie Chan, Jet Li. Et je ne réalisais pas à quel point j'avais de la chance d'être sur un plateau avec eux. Ah ouais, tu m'étonnes. Justement, on va parler de qu'est-ce qui t'amène à ce genre de plateau de tournage. Dans ton parcours, est-ce que scolairement déjà, au collège, on fait déjà un petit choix d'orientation ? Est-ce que toi, au collège, tu t'es orienté vers quelque chose de physique un peu déjà ou... Alors non, pas du tout, parce que moi, mon métier, sincèrement, j'ai beaucoup de chance de le faire déjà, et je l'ai jamais choisi vraiment. Ça m'est jamais venu à l'esprit de me dire je vais devenir cascadeur ou acteur ou travailler dans le cinéma, parce que c'était quelque chose de complètement inaccessible. Donc j'ai fait un parcours classique, j'ai fait des études, j'ai fait de la comptabilité, du commerce. À l'école, j'allais dire, j'étais pas spécialement un bon élève parce que j'avais toujours la tête ailleurs, et je pense que finalement c'est mon côté artiste peut-être qui faisait que mon cerveau vagabondait. J'étais tout le temps en train de dessiner, de penser à plein de choses sauf aux études. J'allais justement arriver au hobby. Pendant le collège, est-ce que tu développes des hobbies un petit peu tournés autour du cinéma ? Alors oui, ça par contre, je pense que c'est ça qui m'a amené au cinéma, c'est les arts martiaux. Depuis que je suis tout petit, je regarde les films de Bruce Lee, de Jackie Chan, et je voulais m'entraîner et devenir aussi fort qu'eux. Et je me suis mis aux arts martiaux depuis l'âge de 10 ans. J'ai commencé par le kung-fu, après j'ai fait du karaté. Mon adolescence a été bercé par les films d'action, évidemment Bruce Lee, Jackie Chan, après Jean-Claude Van Damme. Ah oui. Et je passais mon temps avec mes copains dans le parc d'à côté à refaire les chorégraphies des films. Comme quoi, j'allais dire c'était déjà un signe, mais je pouvais pas imaginer à l'époque que ça allait devenir mon métier. Ouais. Mais c'est ce que je faisais vraiment dans les parcs, je refaisais les chorégraphies et j'adorais ça. J'ai fait des démonstrations avec mes clubs d'arts martiaux, tout ça. On parle de quelle région ? Tu étais dans des clubs qui étaient où ? Paris. J'étais à Paris, région parisienne. J'ai de la chance parce que c'est vrai qu'il y a une forte concentration de clubs et de bons professeurs. Donc, j'allais dire, c'est assez facile de trouver une bonne école. Alors que si tu es en province, au fin fond d'une campagne où il n'y a pas de club, t'as pas accès à ça. Et ça m'a appris à me maîtriser et à apprendre à se défendre aussi. Bon, c'est bête, mais quand on est petit, on veut se prouver à soi-même qu'on est fort et qu'on est capable de se défendre et tout ça. Ouais, tout à fait. L'école, ça peut être un endroit assez impitoyable pour ça. Tout à fait. Donc oui, voilà, ça m'a aidé à me donner confiance en moi. Et je pense que ça m'a structuré dans toute ma vie parce que les arts martiaux, en tout cas le karaté, c'est quelque chose de très structurant.
Il y a une philosophie, on apprend la discipline, le respect de l'autre. Et au-delà du combat, ça vous apprend quand même à vous comporter vis-à-vis des autres de manière respectueuse et d'apprendre à dépasser ses limites. Et c'est toutes ces valeurs qui m'ont aidé et qui m'ont forgé, quoi. Ah oui, tu parlais tu faisais ça avec des amis, donc dans le parc, tu recopiais un petit peu des chorégraphies. Est-ce qu'il y a des amis qui t'ont suivi d'ailleurs, qui sont allés un peu plus loin comme toi? Non. De mon environnement d'adolescent, tout ça, non, ils sont tous suivis après. D'accord. Non. Est-ce que tu as un film justement de ton adolescence, donc collège-lycée, qui a été déclic? Évidemment, moi c'est en tout premier lieu Bruce Lee, La fleur du dragon, La fleur de vaincre. Évidemment, c'est les films tellement puissants qui m'ont marqué. Et puis après, c'était Van Damme en fait, Jean-Claude Van Damme quand il est arrivé, Kickboxer, Bloodsport et tout. Ouais. Ont été des films qui m'ont vraiment bercé. Jackie Chan et un ensuite peu moins. Jackie Chan, Jackie Chan ensuite. Mais c'est vrai que Jackie Chan, c'était un petit peu après. Au début, je le regardais d'un point de vue, c'était marrant, il était super fort et tout. Jackie Chan lui-même le dit, il jouait pas les héros comme Bruce Lee, il venait pas faire le concurrent de ça. Voilà, il faisait le clown. Lui, il vient de l'univers Chaplin, Buster Keaton. En fait, c'est ça ses inspirations, le comique de visuel. Donc j'étais toujours impressionné techniquement, mais je l'ai pas pris en modèle. Alors que Jean-Claude Van Damme ou Bruce Lee, ils ont tellement de charisme. J'allais dire, ils sont beaux, ils sont forts, ils ont vraiment le rôle du héros et on s'identifie plus facilement à ces profils-là. Bien sûr. Et Jackie Chan, ça a été un peu après, quand j'ai commencé justement à faire des chorégraphies et tout, j'analysais les chorégraphies de Jackie Chan qui sont hyper sophistiquées et compliquées. Et du coup, ça a été une matière de travail. Je regardais les films au ralenti. Moi, à l'époque, c'était les VCD, les cassettes vidéo. Il y avait même pas les DVD à l'époque, donc Moi, je pense à une scène où pareil, je refaisais la même chose avec mon frère et mes amis, dont un que j'ai reçu ici dans le podcast, Johan Kostowska. Et en fait, on essayait de refaire les chorégraphies, mais il y avait dans un film de Jackie Chan qui s'appelle Contre-attaque en français, un moment où il fait une chorégraphie avec une échelle. Oui, l'escabeau. L'escabeau. Tout à fait. Mais on avait mal, rien qu'à voir la chorégraphie, parce qu'il fait pivoter ça sur ses avant-bras. Il passe sa tête à l'intérieur entre deux marches de l'escabeau. On se dit, mais ça, laisse tomber. Non, mais je te rassure, lui c'est le premier à avoir mal. Parce que pour faire ça, combien de fois il s'est loupé et on adorait voir ça dans ces films, effectivement. C'est les behind the scenes à la fin. Dans le générique de fin, tu vois des petits bouts des moments où il a raté. Mais... C'est ça. Accompagné de ces musiques où il chantait d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Justement, tout ça m'a nourri. D'accord. Je me suis formé beaucoup sur ces films parce qu'il a vraiment un tempo spécifique et il a telle technique vraiment pour l'époque. Même aujourd'hui, tu regardes les films, franchement, c'est difficile de refaire ce qu'il fait. Je trouve aussi. Il n'y a que lui qui peut le faire. Ouais. Et pour avoir travaillé avec lui, je sais à quel point il est exigeant. Parce que en fait, c'est de la musicalité, quoi. Il y a vraiment une musique à lui, qui est propre à lui, qui va très vite, qui s'accompagne de la comédie. En fait, faut vraiment rentrer dans son univers. Et j'ai eu la chance justement de travailler avec lui, mais j'ai surtout eu la chance d'avoir travaillé sans lui, chez moi, dans ma chambre, à regarder ses films. Et du coup, j'ai été formé par Jackie Chan en regardant ses films. Bien sûr. Quand j'ai bossé pour lui, j'allais dire, c'était pas nouveau pour moi, son langage, quoi. Alors, on y viendra donc à ce tournage avec lui, par exemple, mais qu'est-ce qui va faire la bascule? Donc, tu disais, tu as fait des études de comptabilité, donc lycée, j'imagine pareil. Après le lycée, tu as poussé un peu plus, c'est ça? J'ai fait un BTS Action Commerciale. BTS Action Commerciale, ce sont tes dernières années d'études ou pas? Oui, je me suis arrêté au BTS Action Co. Le truc, c'est que, j'allais dire, c'est pas vraiment des vrais choix. Tout ce que j'ai fait, j'ai pris des trucs hyper généralistes. Ouais, t'as pris un parcours. J'avoue, j'ai fait la même chose. J'ai fait plein de petits boulots parce que mon père était dans le bâtiment. Donc, d'accord, tu venais aider. Voilà, j'allais l'aider. La même chose. Voilà, tu vois, j'allais dire. C'est drôle, là, pour le coup. Je me suis laissé porter un petit peu par la vie. J'allais là où on me proposait du boulot. C'est quoi ce fameux jour où ça a basculé? Le jour où vraiment il y a eu une opportunité ou quelque chose qui s'est passé? Alors, c'était dans ma salle de sport où je m'entraînais, au Cagin Club d'ailleurs. Du 11e arrondissement? Alors, je sais plus si c'est celui du 11e ou le premier Cagin qui était à côté de Bastille. Bon, qui était pas loin. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait une annonce, justement, où ils recherchaient pour un film des Asiatiques pour faire des hommes de main du méchant. Tous mes potes, ils me disent, regarde, ils cherchent des Asiates, pourquoi tu vas pas? Et c'est vrai, je me suis dit, pourquoi pas? C'est cool. Je passe l'audition. C'était pour le film Samouraï à l'époque, dans les années 2000. D'accord. Et c'était la vague juste après Matrix. Après ça, il y a eu le Pacte des loups, Baiser du mortel du dragon. Enfin, il y a eu toute une vague de films d'arts martiaux. Et c'est grâce à Matrix, d'ailleurs,
qui a introduit les arts martiaux vraiment dans les films occidentaux. Je voulais te parler de Matrix, justement. Ça, on peut en parler longuement, parce que c'était la porte d'entrée pour tous les gens comme moi qui pratiquaient les arts martiaux. Parce qu'avant, les cascadeurs des générations juste avant la mienne, c'était des gens qui venaient soit du monde équestre, soit de l'escrime, soit de, je sais pas, c'était des parcours plus... Oui, un peu plus profil artistique, c'est ça? Donc, c'est profil artistique, il y avait des gens du cirque, mouvement, peut-être. Quoi. Voilà, c'est ça, le mouvement. Peut-être un peu de gym encore, mais beaucoup de gens venaient de l'escrime, parce qu'avant, les films, c'était films de cap et d'épée, tu vois. C'est vrai, les premiers, j'ai dire, peut-être films où des gens qui montaient à cheval. Oui, d'action, à cheval, les Laurence d'Arabie, des trucs comme ça. Voilà, c'était des films d'époque et tout. Donc, c'était ce profil-là où il y avait les premiers cascadeurs qui sont devenus régleurs de cascade, et du coup, j'allais dire, c'était dans cette trame-là. Oui. Les arts martiaux, c'était pour eux un peu exotique. Oui. Mais depuis Matrix, en fait, ça a fait venir beaucoup de gens des arts martiaux, et tous les gens que j'ai rencontrés de ma génération, on vient des arts martiaux. Olivier Schneider, Manu Lanzi, qui sont... Tu es de quelle génération, si c'est pas indiscret? Dans lesquelles années tu es né? Années 76, mais j'allais dire les gens qui sont arrivés dans le métier, en tout cas dans les années 2000, aux alentours de Matrix, justement. Matrix, c'était 99, je crois. Exactement. Et tu vois, ils sont rentrés beaucoup sur le pacte des loups, parce que tout d'un coup, ils avaient besoin de beaucoup de pratiquants d'arts martiaux. Et là, en fait, les portes se sont ouvertes. Effectivement, tu tombes sur cette annonce donc de Samouraï, qui est dans cette mouvance-là, comme tu dis, post-Matrix. Et donc, tu contactes là directement le... Il y avait un numéro. Au casting. Ah oui, j'appelle, je prends rendez-vous, je vais au casting. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Les gens, ils arrivent, ils m'expliquent, en gros, que c'est pour faire un bras armé du méchant. Et ils voulaient voir ce que j'étais capable de faire en arts martiaux. Donc, ils m'ont dit, allez, la caméra, elle tourne, fais-nous une démo. Alors moi, j'étais pas prêt du tout. Alors je faisais tout et n'importe quoi, tu vois. D'accord. Mais ça a suffi pour que le chorégraphe, qui était un Hongkongais, Philippe Kwok, qui était le chorégraphe du Pacte des Loups. Ah oui. Et il travaillait avec John Woo et tout à l'époque. Et du coup, c'est le chorégraphe, évidemment, qui regardait avec le réalisateur et qui choisissait les cascadeurs qui étaient aptes. D'accord. J'ai eu de la chance, j'en faisais partie. J'ai fait le film, on a commencé par la répétition, et c'est là où j'ai vu tout l'envers du décor, tu vois. Est-ce que tu avais une réplique dans le film ou pas du tout? Non, je parlais pas, parce que c'était le méchant. Nous, on le suivait, on était sa horde, en fait. Et même quand il parlait, je crois qu'il parlait japonais, pour te dire. Ah oui, d'accord. Non, je parlais pas, j'avais pas de réplique, non. Très bien. Et donc là, tu fais tes premières répétitions et ta première scène. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu la tournes? J'étais comme un gamin. T'imagines ce que je faisais avec mes potes dans un jardin public? Oui. Je le faisais là, face à des caméras, avec des acteurs, avec des chorégraphes, avec des professionnels. Ouais. J'étais comme un gamin et comme un dingue. Moi, je m'éclatais. Je me levais le matin. Pour moi, c'était pas un métier, tu vois. C'était combien de jours de tournage à peu près? Franchement, on en avait pas mal. Parce que il y avait pas mal de répétitions déjà. Et puis, le tournage, vu que le méchant, en fait, à chaque fois qu'il était là, nous, on était là. Je m'en rappelle plus, mais je sais pas, c'est peut-être 30 jours. Oui, c'est ce qui est énorme pour une première expérience. J'en sais rien, tu vois, 20, 30, 40. Oui, d'accord, c'est genre énorme. de tournage, je ne sais plus. Mais il y a eu pas mal de répétitions avant. Et c'est surtout là où j'ai beaucoup appris, tu vois. Parce que tu vois comment tu crées une scène d'un film, comment tu fais une chorégraphie, comment tu abordes les répétitions avec les acteurs. Ouais. Tout ce que, après, j'allais devoir faire, mais là, aujourd'hui, ce que je fais, mais de l'autre côté. Bien sûr. Et quand tu es dans ce tournage, est-ce que tout de suite tu regardes, tu es très observateur pour la suite ou tu es plutôt observateur pour que ce tournage se passe bien? Tu vois, est-ce que tu te projettes déjà à dire « Ok, au bout de 5 jours, je sais déjà que c'est ça que je veux faire ». Très bonne question. Écoute, je me suis jamais posé cette question, mais maintenant que tu me le dis, non, j'étais vraiment sur le moment. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que... Il faut faire déjà le job et on verra. Même après, tu vois, là, ça fait 26 ans que je fais ce métier. Et moi, tous les jours, je me suis dit, ça va s'arrêter demain. C'est pas un métier où tu te dis, je vais en faire ma carrière, je vais en vivre, je vais... Ouais, c'était une occasion comme ça. Ouais, c'était une occasion comme ça, t'imagines. C'est cool, tu vois, c'est une expérience. Ouais, bien sûr. Donc j'apprenais, évidemment. J'étais hyper à l'écoute. Je regardais ce qu'on me disait, mais je regardais surtout à droite, à gauche, comment les autres ils faisaient. Quand on a commencé à tourner, je regardais l'équipe, je me dis, mais il y a autant de monde pour faire un film. Quand ce film sort au cinéma, est-ce que tu es allé le voir ? Évidemment. Ah. Alors, la blague, c'est que moi, évidemment, tout fier, j'ai dit à tous mes potes, à toute ma famille d'y aller. Oui. Et en fait, quand tu vois le film, tu dis, mais en fait, je suis quelques secondes à l'image, à droite, à gauche, tu vois, et t'es au fin fond, derrière, tu vois. Ah ouais. C'est là où t'apprends la modestie. Et tu dis, tu sais quoi, crie pas trop sur les toits. Et moi, mes parents, qui sont pas du tout qui connaissent pas du tout ce milieu, et qui sont, moi, je viens d'un milieu ouvrier, tu vois. Oui, bien sûr.
Pour eux, ils ont regardé ça en me disant ah ben c'est bien, mais tu vois, pendant ces jours de tournage d'ailleurs, ils savaient ce que tu faisais. Non, pour eux c'était un petit job. Ils se sont dit, je sais transition. pas. À l'époque, je faisais des démonstrations, tu vois, d'arts martiaux. Et ils se sont dit c'est un truc en plus, quoi. Oui, c'est un truc dans le genre. Mais je comprends. Comme moi, tu vois, tu te dis pas que c'est un métier et que tu peux en faire tu peux en vivre, quoi. Ah oui, complètement. Ben justement, Donc, après cette première expérience, et donc tu te vois au cinéma, qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu te dis, bon, bah, c'est terminé, je tourne la page de ça, je vais trouver un autre travail, et puis c'était sympa ? Ou vraiment, tu te dis, non, mais là, je reste en contact avec la directrice de casting, le réalisateur, enfin, absolument, je pousse les portes, ou je me renseigne à fond sur ce qui va être tourné ? En fait, j'étais introduit par ce film aux gens du milieu. J'ai eu la chance de rencontrer, tu vois, je te disais, Olivier Schneider, Manu Lanzi. Ah, sur ce film déjà ? Ouais, c'est sur mon premier film. Ah, d'accord, je ne savais pas. Et eux, ils étaient cascadeurs, tu vois, et ils s'entraînaient dans une salle. Moi, je m'entraînais dans ma salle de mon côté. Ils m'ont dit, ah, viens, pourquoi tu viens pas t'entraîner avec nous ? Mais évidemment, j'étais ravi. Ouais. Et du coup, au travers de mes entraînements avec eux, tu vois, eux, ils bossaient sur d'autres films, et tu vois, ils m'en parlaient. Ils me disaient, tiens, on fait tel film, et puis il y a le régleur de cascade qui cherche du monde, il y a un casting. Et en fait, ça s'est fait de fil en aiguille, tout simplement. Après, j'ai eu d'autres personnes du film qui m'ont dit, tiens, il y a tel film qui se fait, tu devrais contacter le directeur de casting. Ça s'est fait naturellement. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression que je l'ai pas cherché. Dès mon premier film, j'ai réussi à travailler suffisamment pour ne pas avoir à faire notre métier. Alors, au début, moi qui suis prudent, évidemment, je faisais quand même des petits jobs, tu vois, je bricolais des trucs à droite et à gauche, parce que, évidemment, tu tournes pas tous les jours. Oui, oui. Quand t'es intermittent du spectacle, et au début, je l'étais pas, mais je faisais encore des petits boulots. Ok. Mais parce que je jonglais entre eux deux, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ? Oui. Pourquoi pas essayer, tu vois ? Aller là où il y a du boulot, aller là où on me recommande. Et c'était en tant que cascadeur ? Oui, au début, c'était en tant que cascadeur. D'accord. Mais les choses, elles se font... pour moi, j'ai l'impression que les choses se font un peu à l'envers, parce que les gens, ils se forment, oui. Et après, ils vont faire le métier. Moi, je fais le métier, et je me forme après sur le tas. Et oui. Donc, moi, je me suis dit, vu qu'il n'y a pas de formation, moi, je continue à me former avec mes potes, quand je dis se former, c'est qu'on fait, nous, les arts martiaux, mais sous l'angle de ce qu'on nous demande au cinéma. C'est-à-dire qu'on se filme. Donc déjà, nous, on apprend à filmer, on apprend à être devant la caméra, on apprend à monter nos images, parce que c'est pareil. Le montage, très vite, j'ai appris à faire du montage, parce que... C'est vrai ? Ouais, c'est super important de savoir ce que va donner le résultat final. Et c'était des montages basiques, mais quand même. Oui, tu vois, t'apprenais quand même les notions de montage. À l'image près, le cut, le coup à filmer. De poing. Donc du coup, quand tu te vois à l'image, tu dis ah d'accord, ça passe pas là. Ok. Donc déjà, ce coup-là, j'aurais dû le faire de telle manière ou j'aurais dû le filmer comme ça. Est-ce que tu arriverais à expliquer justement quand tu dis de telle manière ? Est-ce qu'on parle de manière plus ample, moins rapide, pour que ça se voit plus à la caméra ? Tout dépend. Tout dépend ce que tu veux comme résultat, tu vois. Très bien. Mais tout à fait. Tu te dis tiens, le coup là, je l'ai fait trop vite, il est pas lisible. Donc il faut que je le ralentisse un peu. C'est quoi l'astuce pour donner, par exemple, un coup de poing ? Je prends la base, mais pour qu'un coup de poing soit bon au cinéma, est-ce que tu peux nous donner là les clés un peu ? Dans un premier temps, il faut qu'il soit lisible. Si tu le vois pas, tu vois. Moi, par exemple, ça, Jackie Chan, il en parle dans ses interviews. Même Jean-Claude Van Damme, tu vois, il disait qu'il était trop rapide. Pour la caméra, il a dû ralentir. Ouais. Parce que toi, le coup que tu as appris à faire dans les arts martiaux pour être efficace, il doit être le plus rapide possible, pour que la personne ne le voit pas. Mais pour le cinéma, c'est tout l'inverse. Il faut qu'on le voit. Il faut qu'il soit beau, en plus. Donc, en fait, il faut que tu arrives à dessiner un arc de cercle ou une courbe, que la caméra ait le temps de le capter. Donc, ça s'apprend. Une espèce d'élégance un peu à l'image, quoi. Oui, voilà. Après, tout dépend du style que tu veux faire dans le film. Évidemment, il y a des films qui sont assumés. Il ne faut pas que ce qu'on voit pas, on voit trop. Il ne faut pas que ce soit démonstratif. Surtout aujourd'hui, on est vachement dans le réalisme. Donc, on ne va pas chercher à faire des trucs trop démonstratifs. Et ça, on l'a appris, tu vois, en bricolant. Dans notre atelier, c'était la salle de sport. J'allais demander justement, entre deux tournages et peut-être des petits boulots que tu continuais à faire, donc tu te réunissais avec les cascadeurs que tu avais rencontrés. Oui. Et donc, vous entraînez régulièrement, souvent ? Tous les jours. On s'entraînait tous les jours. On s'entraînait et puis on se retrouvait tous les jours surtout, tu vois. On se retrouvait au travers de notre passion, mais surtout on s'entraînait. Et caméra... On parlait cinoche, tu vois. Moi, je vivais pour le cinoche. De toute façon, c'est un métier, je pense... Il faut être passionné avant tout. Ouais. Il faut travailler très dur, ça c'est sûr, c'est indispensable, mais il faut être passionné surtout. Parce qu'il n'y a que la passion qui te fait... tu vois, je regardais que des films d'arts martiaux, d'action. On passait notre temps avec mes potes à se filmer. Et après, on a fait des courts-métrages à l'époque où il n'y en avait pas.
Tu vois, il n'y en avait pas de courts-métrages, et surtout d'action. Je pense qu'on a fait partie des premiers à faire des courts-métrages d'action. Ah oui. On s'est filmé entre nous, mais après, on a rencontré des réalisateurs qui sortaient de l'école de l'ESRA, tu vois, qui cherchaient justement soit des cascadeurs, soit des acteurs pour faire des films d'action. Ouais. Et du coup, on a rencontré des réalisateurs qui étaient passionnés aussi du cinéma de Hong Kong. On a fait des courts-métrages avec eux. Et c'est là où, pareil, j'ai appris énormément. Parce que quand tu fais un court-métrage, au final, tu fais tout. Oui, c'est ça. Tu vas acheter ton costume, tu vas acheter ton faux sang pour faire tes balafres, tes blessures, tous les artifices, en fait, tous les corps de métier qu'il y a sur un film, tu es obligé, toi, de savoir tout faire pour pouvoir délivrer un film. Et c'est super intéressant. Donc, on a appris comme ça. On a fait plein de courts-métrages et on a appris en tant qu'amateur, amateur professionnel, parce qu'on bossait sur des films. Oui. Mais entre les films, on était amateur parce qu'on bricolait, tu vois. Et est-ce que justement, quand tu faisais des courts-métrages et que tu prenais un peu plus de responsabilités, est-ce que tu assistais aux séances de post-production ? Oui, là, du coup, oui. Ah, d'accord. Parce que le réalisateur avait vraiment besoin de toi ou c'était toi par curiosité ? Nous, par curiosité, on dit tu peux nous faire voir ce que ça donne et tout. Okay. Et on arrive avec lui, on voit le montage, les premiers rushs, les premières ours. Et tu es en capacité, toi, de dire attention, là, il faut enlever quelques images. Entre deux plans, tu vois, on se dit, mais regarde, le coup de pied, il est mieux là. Tu vois, lui, qui n'a pas l'œil, parce qu'il ne sait pas comment un coup de pied, il doit être fait avec le pied tendu, avec la pointe, machin. L'art, comme tu disais, l'ampleur. Moi, je lui dis, non, regarde, ce plan, il est mieux. Okay. Il est plus puissant. Tu vois, et là, c'est normal, c'est des choses que lui, il n'est pas forcément spécialiste dans ça. Donc, oui, bien sûr. Notre regard, on va l'orienter sur la technique. Ouais. Et lui, par contre, il va me dire, non, mais moi, ce plan-là, ok, ton coup de poing est moins bien, mais moi, je préfère ce cadre-là, tu vois. Parce que tout d'un coup, je vois mieux le décor derrière, ou j'en sais rien, la composition de son cadre. Oui. Et c'est là où tu apprends. Tu dis, oui, en effet, il n'y a pas que ton coup de pied qui compte. Oui, il y a ce qu'il y a autour. Tu vois, parce que toi, évidemment, tu connais ton domaine, mais tu confrontes ta spécialité avec le regard du réal. Et le film, c'est son film. Tu collabores et tu travailles pour avoir le meilleur résultat possible. Et moi, c'est tout. Je me suis toujours battu et mon énergie, j'ai tout mis pour travailler dans ce sens. Pendant toutes ces expériences, c'est là que tu commences à te constituer. J'imagine qu'à un moment, tu assumes pleinement d'être dans ce métier-là 100%. Tu dois commencer, j'imagine, à arrêter peut-être les métiers autres. Ou ça prend du temps mentalement pour toi de te dire je suis cascadeur, c'est mon métier, c'est ma carrière. C'était tellement une passion dévorante que j'avais pas de place pour le reste. J'allais dire, tout le reste, c'était quand j'avais de la place. Ça prenait toute la place. Et si tout d'un coup, j'avais un week-end où j'avais pas de prévu de choses, et là, je pouvais caser, tu vois, un petit boulot, ce que tu veux. Tu faisais que travailler. Je faisais que ça. T'entraîner et travailler. Est-ce que tu allais encore au dojo, d'ailleurs, d'arts martiaux, en plus d'aller à la salle d'entraînement avec tes collègues? Alors, il y a eu une transition, évidemment. Après, tu pouvais pas. Ouais. Mais moi, je m'entraînais 5 fois par semaine à peu près au dojo. Et après, je m'entraînais en plus avec les cascadeurs. En général, c'était en journée. Donc moi, les cours, c'était le soir au dojo. Et en journée, je m'entraînais avec mes potes cascadeurs. Et petit à petit, ça a pris le pas sur mes entraînements du soir. Parce que je m'entraînais avec eux. Et puis des fois, la salle où je m'entraînais, tout d'un coup, le soir, il y avait un cours d'un truc qui m'intéressait. J'allais m'entraîner là. Et petit à petit, je me suis mis par exemple à la capoeira. D'accord. Alors que moi, mon parcours, c'était le karaté. Mais la capoeira, d'ailleurs, j'ai le souvenir d'un super film, moi, qui m'avait marqué. Only the Strong. C'était quoi ? Marc Dacascos. Only the Strong. Ah, c'est ça, voilà. Avec une super musique, et on le voit faire ça. Et sincèrement, une semaine après, avec des amis, on était sur la plage à faire de la capoeira. Comme moi. C'est le film qui m'a mis à la capoeira. C'est vrai. Et c'est le film qui a mis à la capoeira 80% des gens de ma génération. Je pense. C'est comme on parlait de Matrix en Occident avec le Kung Fu. La capoeira, c'était ce film. C'était le film. Et t'as pu inclure de la capoeira, toi, dans des films ? Complètement, parce qu'en plus, justement, la capoeira, c'était un peu nouveau, tu vois, avec des mouvements un peu chelous. Comment tu peux décrire la capoeira pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas cette activité ? La capoeira, c'est un art martial qui a été créé par les esclaves africains, qui, en fait, ont masqué le sport de combat en ajoutant de la musique et une sorte de danse pour que les maîtres ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train d'apprendre à se battre. Donc, en fait, ils apprenaient à se battre en silence, sous prétexte de danse. Ah ouais. Alors, tu vois, les maîtres, ils se disent, regarde, ils sont en train de faire des trucs sur la tête et tout. Mais en fait, ils étaient en train de développer un art de combat. Mais vu que c'est un style tellement reconnaissable visuellement, je me demande comment ça peut s'inclure dans un film qui ne tourne pas autour de ça. Moi, justement, je viens pas que de la capoeira. Et c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pratiqué plusieurs sports de combat qui m'ont permis de pouvoir mixer, en fait, les styles et les genres
sans être trop enfermé dans un style. C'est ça. On n'a juste pas encore défini, c'est quoi le métier de cascadeur? Alors, avant de parler de cascadeur, de chorégraphe il consiste à faire les actions d'un film. Alors, soit tu les fais toi-même et on te voit à l'image parce que tu as un petit rôle, tu vois, ou soit tu vas doubler un acteur. Et donc, en fait, c'est d'exécuter des scènes d'action qu'il peut y avoir dans un film. Donc, que ce soit des scènes de combat, mais il n'y a pas que le combat, tu vois, la cascade, ça se répartit en plusieurs catégories. Tu as les cascades mécaniques, par exemple, les courses-poursuites voitures, c'est des cascadeurs mécaniques, c'est des cascadeurs. Et moi, je fais pas ça, par exemple, moi, je fais de la cascade physique. Tu vois, les deux grosses branches, c'est cascade physique, cascade mécanique. Je voulais te demander, est-ce que tu avais fait justement des chorégraphies de combat, mais à l'arme blanche? Ah oui, tout à fait, mais ça fait partie c'est dans nos prérogatives, ça. D'accord. Les chorégraphies de combat, tu peux les faire avec tout, avec des armes à feu, des armes blanches, ça fait partie de notre panoplie, ça c'est tout à fait dans nos... Oui, t'étais pas tourné que sur les arts martiaux. Non, mais tu peux pas. Tu peux pas. Non, t'es obligé de tout faire. Ouais. Non, j'ai déjà fait des reconstitutions de scènes de la Seconde Guerre mondiale, tu vois. D'accord. C'est de la chorégraphie. Bien sûr. Parce que tu dois mettre en place des groupes de cascadeurs qui avancent avec des fusils. Donc le cascadeur, c'est celui qui va devoir exécuter les prestations physiques ou mécaniques, au vu de réaliser une scène d'action. D'accord. C'est pas évident à définir. Non, bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant, justement, avant qu'on passe peut-être aux autres postes que tu as pu faire ensuite quand tu as, on va dire, monté. Quelle est ton expérience la plus marquante en tant que cascadeur? Waouh, c'est difficile d'en avoir une. Tu peux en citer plusieurs rapidement, et en disant pourquoi, justement. À mon premier tournage, ça s'est tellement bien passé en plus, parce que j'ai fait exactement tout ce que j'aime faire, du combat. J'ai appris, j'ai fait ce que j'aimais, et j'ai été payé pour le faire en plus. Donc, tu vois, ma première expérience. Okay. Et puis après, je sais pas moi, un James Bond. Ah oui. Fast and Furious. On a fait Fast and Furious d'abord. Et en tant que cascadeur, je parle pas de chorégraphe ou Non, mais en fait, les films américains, j'ai commencé les films américains en tant qu'assistant. Assistant du régleur de cascade et du chorégraphe. C'est grâce à mon ami Olivier Schneider, tu vois, qui lui est passé dans un premier temps régleur de cascade en France, tu vois, sur les films de Jacques Audiard. On a fait Un prophète. D'accord. C'est quoi régleur de cascade, justement, si tu peux donner une définition? Régleur de cascade, c'est le responsable et coordinateur de toutes les scènes d'action d'un film. C'est lui qui va faire en sorte de coordonner, paramétrer, sécurisé, et que le résultat soit au top et soit ce qu'il doit délivrer, ce que le réalisateur veut. Et il ne crée pas la chorégraphie? Alors en France, le coordinateur des cascades souvent fait les chorégraphies. C'est le même poste. Là, depuis 10 ans, il y a vraiment un poste de chorégraphe qui s'est dissocié et du coup, maintenant, les productions savent faire la différence. Mais avant, on appelait un régleur de cascade. S'il y avait des bagarres, c'est lui qui s'en occupe. Ah oui. et il chapeaute tout. D'accord. Et donc, pour terminer sur tes, on va dire sur tes meilleurs souvenirs en tant que cascadeur, c'est ça? C'est sur les James Bond, tu disais ouais, c'est vrai que c'est quand même des highlights, tu vois. Parce que nous, le James Bond, ça a toujours été le Graal pour n'importe quel cascadeur, mais même, je pense, n'importe quelle personne qui fait ce métier. Tu vois, un James Bond, ça parle à tout le monde. Il y a des actions incroyables, tu vois, mémorables, les scènes d'ouverture qui marquent tout le monde. Et on en a fait 2. Ah, qui sont Spectre, c'est ça? Et Mourir peut attendre. Mourir peut attendre, tout à fait. Et en plus, on a la chance de les avoir fait en tant que responsable. D'accord. Parce que, tu vois, t'as pas la même expérience quand t'es cascadeur et on t'appelle pour faire une scène. Donc, tu vois, t'arrives, évidemment, tu vis l'expérience et tout, mais tu viens et tu fais 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, je sais pas moi. Tu fais juste ta scène. Oui. Alors que nous, on voit tout l'envers et toute la fabrication du film et on côtoie tout le monde. Ouais, j'allais dire, bien sûr. Première grosse expérience époustouflante. Si je dois en mettre une, c'est James Bond, bien sûr, le premier James Bond. Est-ce que dans ces premières années, tu rencontres des gens comme justement Jackie Chan, Jet Li ou Jean-Claude Van Damme? Tout à fait. J'ai eu la chance très vite sur mon parcours de rencontrer mes idoles. Mais parce que quand ils viennent tourner en France, évidemment, ils font des castings énormes. D'accord. Quand tu as des films comme ça avec Jet Li, Jackie Chan ou Jean-Claude Van Damme, ils font des castings énormes où ils prennent beaucoup de monde et les meilleurs. D'accord. Et du coup, il faut batailler pour faire partie de la clique qui va tourner. J'ai eu la chance de travailler avec Jackie Chan sur Rush Hour 3, Jet Li sur Danny the Dog.
Et Jean-Claude Van Damme, j'ai travaillé avec lui, mais je crois que c'était en Belgique, c'était sur JCVD. Ah bah oui, c'est le film qu'il avait fait dans les années 2000, donc effectivement JCVD. Et ça t'a fait quoi alors de les rencontrer? J'étais impressionné évidemment, j'étais excité comme un gamin, tu vois. Quand le mec que t'as vu des centaines d'heures au travers d'un écran, tu le vois en face de toi, tu lui serres la main, ton cerveau il bug, tu vois. En fait tu réalises pas tout de suite. Alors t'es impressionné, mais tu vois, t'es tellement dans l'exécution et que tu veux bien faire, tu veux pas te louper, t'es concentré, tu vois, que tu t'es pas là juste. Oui, à apprécier le moment. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant d'apprécier le moment, est-ce que il y a peut-être ces idoles-là, tu les as vues peut-être avec leur vrai visage au travail. Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit j'aurais peut-être pas dû le croiser ou Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, faut pas croiser ces idoles parce que les idoles, quand tu es fan au travers de leur travail, tu vois le côté qui est dans la lumière. Et nous, notre travail, on est de l'autre côté, on est dans les coulisses. Et dans les coulisses, des fois, tu vois, tu vois les gens avec leurs humeurs et tout, et c'est normal, hein, tu vois. Tout à fait. Il est pas en interview, le mec. Il est en train de bosser, donc il est pas toujours en train de sourire et tout. Et il se peut, des fois, que, t'as l'acteur à côté de toi, il te dit pas bonjour et tout, mais pas forcément parce qu'il est pas aimable. Peut-être qu'il est concentré sur son travail et qu'une équipe de tournage, il y a beaucoup de monde. Et il y a des gens qui prennent pas le temps de serrer la main à tout le monde, les figurants, tout ça. Enfin, bon, tu vois, les cascadeurs. Il y en a qui le font, mais. Donc des fois, tu les vois, j'allais dire, au quotidien. Et oui, il peut y avoir un écart entre ce que tu vois à l'image et ce que tu projettes et la personne que tu vois dans le travail. Tu vois, des fois, ils sont ultra exigeants. D'accord. Ils peuvent être sévères, ils peuvent être impatients. Le plus exigeant, justement, de ce trio, par exemple, ça... Jackie Chan. Jackie Chan, c'est vrai. Ouais, tout de suite. Parce que déjà, Jackie Chan, c'est pas juste un acteur. Il est lui-même cascadeur. Il est lui-même chorégraphe, il est lui-même réalisateur, producteur, il fait tout. Oui. Donc le mec, il a un œil sur tout, il sait tout sur tout, et il a tout fait 100 fois. Donc oui, il est exigeant. Tu vois. Alors que Jet Li, par exemple, c'est un acteur, et lui-même est dirigé par un chorégraphe. D'accord. Sur Danny the Dog, c'était Yuan Wuping, le chorégraphe de Matrix d'ailleurs. Ah, d'accord. Yuan Wuping, qui pour moi est le meilleur chorégraphe au monde. Donc oui, de loin, je pense que c'est Jack Chan qui est le plus exigeant. Et, pour ce côté vue d'ensemble, ouais, c'est ça. Et puis il a tout poussé à l'extrême. D'accord. Tu vois, quand tu regardes ses films, il a tout expérimenté à l'extrême. Donc quand il parle, tu l'écoutes, les yeux fermés. C'est sur quel projet où tu as pu faire la bascule pour donc passer peut-être coordinateur de cascade ? Alors d'abord, j'étais assistant. La dernière fois, justement, tu vois, j'ai fait le calcul. Je crois que j'ai fait à peu près 7-8 ans en tant que cascadeur, acteur. Et après, j'ai commencé à être assistant. Ok. Pendant presque une dizaine d'années. Et après, je suis passé moi-même responsable. D'accord. Et je pense que c'était très bien. Et que c'est le parcours idéal, pour moi, en tout cas. On te prend assistant parce que c'est Olivier Schneider, par exemple ? Olivier Schneider. C'est ça qui te prend... Avant tout, parce qu'on est potes et qu'on faisait des trucs ensemble. Ouais, vous travaillez bien, oui. Et on s'entendait bien. Et puis, tu vois, il m'a appelé, il avait besoin d'être assisté sur ses premiers films. Ouais. Je l'ai suivi. Tu vois, lui, il a pris la responsabilité et il a appris les responsabilités et le métier de coordinateur. Et moi, au travers de son travail et de ses yeux, j'ai appris indirectement par procuration. Donc ça m'a formé. C'est pour ça que je dis que c'est très bien que j'ai mis toutes ces années à être assistant. Est-ce que justement, ça me fait penser à quand tu faisais des courts-métrages et que donc tu étais obligé d'absorber plusieurs rôles, est-ce que en arrivant en assistant donc d'Olivier, est-ce que tu t'es dit ça a servi de faire aussi ces projets un peu autres ? Complètement. Oui. Parce que en fait, tu vois, quand tu fais tout et que t'es initiateur, t'attends pas qu'on te donne des ordres, t'attends pas qu'on te demande quoi faire. Tu sais ce qu'il faut faire et t'anticipes les choses. Et dans ce métier, qui est un métier d'urgence, tu vois, un tournage, c'est... Moi, je fais toujours l'image de la cuisine, tu vois, le coup de feu en cuisine à midi, c'est ça un tournage. Sur tout le tournage, c'est ça. Oui, bien sûr. Tu fais un truc où tu dois rendre un film dans les temps, et des fois, tu ne sais pas comment tu vas le faire. Et tu passes ton temps à te démerder, à trouver des solutions. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut toujours anticiper. Parce que déjà, tu as un coup d'avance. C'est-à-dire qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des trucs qui marchent pas, il y a toujours des choses qui vont pas. Et si tu n'as pas un coup d'avance pour te dire « Ah, ça marche pas, j'ai ça ». Tu vois, tu as gagné du temps. Ouais. Et le fait d'avoir cette gymnastique, de l'avoir fait sur les courts-métrages où tu n'as pas d'argent, tu n'as pas beaucoup de gens qui t'aident, et tu te débrouilles. Tout le travail en amateur, de toute façon, je dis toujours, quand tu travailles et quand tu apprends, ça te sert toujours, tout le temps. Oui, être autodidacte et être passionné et essayer de pratiquer
de son côté comme on peut, que ce soit seul pour les activités plus solitaires ou à plusieurs, hein, comme tu as pu le faire. C'est toujours utile, quoi. Est-ce que là, tu as l'exemple d'une contrainte de tournage à laquelle tu as dû faire face ? On a tout le temps des contraintes, en fait. D'ailleurs, je te dirais, plus souvent, ça se passe pas comme tu as prévu que l'inverse. D'accord. C'est-à-dire, tu prévois une chorégraphie dans un environnement pour un acteur, tu vois, et à la dernière minute, tu as le réalisateur qui dit non, c'est trop long, tu raccourcis. Ah oui. Et tu dis, tu vois, toi, tu as une chorégraphie qui se tient, parce qu'une chorégraphie, c'est pas juste un enchaînement de mouvements, tu vois. Et pour moi, ça raconte une histoire. Tu as un début, un milieu, une fin, et le premier mouvement, il est connecté avec le 10e, parce que tout d'un coup, le mec, il a ramassé une arme, il l'a laissé tomber, et puis là, il est blessé de telle manière. Tout est connecté. Là, donc quand tu me dis raccourci, c'est pas juste enlève les 20% qui restent de trop. C'est je suis obligé de tout remanier, tout en gardant les clés importantes, les trucs qui sont cool à la caméra, les trucs qui racontent une histoire, les trucs, tu vois. Donc ça, tu es obligé de remanier les choses. Imaginons que l'acteur se soit entraîné sur cette chorégraphie et qu'il arrive sur le plateau et tu dis finalement, c'est pas ça qu'on fait, c'est ça. Tu dois l'entraîner vitesse grand V et tu vois, tu dois faire à la Matrix. Genre, tu vois, en 2 secondes, je connais I know Kung Fu, tu vois. Voilà, sauf que malheureusement, c'est pas comme ça. Donc tu l'adaptes aussi en fonction de ses capacités et tu t'adaptes. Et il y a aussi le décor qui a été fait pour la scène. Donc il y avait une table qui devait casser. Finalement, on casse plus cette table, mais on doit passer par la fenêtre. La fenêtre, elle est pas préparée. Donc toi, dans les temps, si tu as le temps, ce que tu fais, c'est que dès que tu as l'info, tu vas vite aller voir le mec de la déco ou l'accessoiriste. Tu dis, hey, tu sais quoi, le réel, il veut qu'on passe par la fenêtre. Ah, est-ce que tu as prévu une fenêtre ? Non. Alors comment on peut faire ? Tu vois, est-ce que tu vas voir les VFX ? Si tout d'un coup, la fenêtre, il n'y a pas de fenêtre préparée. On verra en post-prod, non ? On verra en post-prod. On dit, tu sais quoi, le VFX, il te dit, bon, ok, je vais mettre des marqueurs sur la fenêtre, vous passez au travers. D'accord. Par contre, faites gaffe de passer sous tel axe ou je sais pas, tu vois. Donc, c'est un travail d'équipe. Et l'adaptation, tu l'as tout le temps. Et c'est rare que, en fait, finalement, que tout se passe nickel, tu vois. Et nous, on adorait que ça se passe comme ça, mais... Donc tu te souviens de la plus grande contrainte qu'on t'ait mis là comme ça, vraiment quelque chose où tu as eu vraiment du mal Alors je dirais pas la plus grande parce que il y en a tellement, je pourrais pas t'en citer une, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est sur Spectre par exemple. Il y avait une scène, alors que c'est pas une grosse scène d'action, tu vois, il y avait une scène avec Léa Seydoux et le bras droit du méchant là qui voulait l'empoisonner, un truc comme ça. D'accord. Et c'était pas que nous d'ailleurs qui ont mis au pied du mur, c'est que ça devait se passer dans la base du méchant. Et la base du méchant, à la base, le réalisateur, il voulait que ce soit une base japonaise. Sauf qu'il arrive, genre, je sais pas moi, 3 jours avant le tournage, et il voit le décor. Il dit, mais j'ai jamais voulu ça. Il dit, non, moi, je voulais une base russe. Oui, froide, cubique, je vois très bien dans le film, Et du coup, évidemment, sur un James Bond, tu peux tout te permettre parce que t'as les meilleures équipes, ils ont, tu vois, en gros, Et t'as le budget. T'as le budget, tu vois, s'il faut mettre 4 équipes qui tournent, ils le font. Mais quand même. Tu vois ? Donc les mecs, je sais plus si c'était en 1 semaine ou en 3 jours ou en 2 jours, je sais plus, mais je sais que c'était chaud. Ils devaient revoir toute la scène, tout le décor. Donc repeindre les murs, refaire la déco, Donc ils ont fait un super boulot, tu vois. Et nous, le jour où on est arrivé, la peinture était encore fraîche, quoi. Et les mecs de la déco, ils étaient encore en train de bosser. Donc vraiment. Ah oui. Et nous-mêmes, la scène, c'est pareil, tu vois. On avait prévu un truc et tout d'un coup, c'est plus du tout la même scène. Ah ouais. Parce que l'environnement, c'est ça, tu t'appuies l'environnement, dessus, tu vois, on avait fait un truc avec je me rappelle plus, avec une porte qui devait se fermer, mais finalement c'était plus la même porte, et puis on sait rien, et puis t'as Léa Seydoux qu'on n'a pas pu entraîner pour ça parce que il y avait pas besoin forcément. Oui, à la base en fait c'était pas une grosse scène d'action, mais tu vois, nous on intervient même sur des trucs qui sont pas forcément visibles. Mais c'est chorégraphié. Par exemple, tu as une scène, cette scène-là, Léa Seydoux devait se boire, je crois, un thé empoisonné, un truc comme ça. Ok. Bon, tu te dis, c'est une scène de jeu. Mais sauf que, le réalisateur, il veut que tu sois là. Parce que si tout d'un coup, il y a un peu de grabuge, j'en sais rien, elle boit sa tasse, elle tombe, elle se tape la tête contre la table, elle tombe par terre, faut mettre un tapis. Faut protéger la table. Ouais. La tasse, il faut peut-être prévoir plusieurs tasses qui soient protégées, tu vois. Peut-être pas une tasse qui se casse ou une tasse qui reste. Il y a plein de trucs à faire. Donc nous, on est là pour piloter ça. Nous, on arrive, on est vraiment l'interlocuteur du réal qui nous dit ce qu'il veut comme scène. Des fois, il y a plus ou moins de l'action, mais quand même, des fois, il y a même pas d'action, mais nous, on est là pour anticiper le risque possible. Ouais. C'est notre travail. Nous, on vient, même des fois dans le scénario, il y a des scènes où il n'y a pas d'action, mais nous, quand on la lit, on dit là, il y a un risque potentiel. Ah, d'accord, vous pointez déjà au scénario. Ouais, tout à fait. D'accord, c'est notre travail. Je croyais qu'on vous contactait, moi, sur des scènes précises, on vous donnait que ça. Non, mais en fait, c'est le cas. C'est le cas. Sur Spectre, on nous a dit, au début, il y a une scène, il y a un combat dans un hélicoptère, scène d'ouverture, il y a un combat dans un train. Voilà. Et après, nous, on flague des trucs. On dit, attends, mais là, dans telle scène, là, tu vois, il court, mais
il court, mais je sais pas, moi, imaginons, il y a un ravin à côté. Je dis, mais il court, mais il faut le sécuriser. Ça veut dire, comment on fait? On met des câbles, on met des tapis en dessous, des cartons, comment on fait? Cette anecdote, juste pour te dire que, la dernière minute, on a dû tout faire. Tu vois, du coup, on cale ça le matin, avant que toutes les équipes, elles arrivent. Ouais. En général, sur les films américains, c'est ce qu'ils font. Ils font un pré-call. Ils font venir tous les départements concernés par la scène. D'accord. Ils font une lecture. Et le réel, il dit, voilà, je veux ça comme ça. Donc, s'il dit un truc qui n'a rien à voir avec ce qui avait été prévu, tu dois tout refaire et dire tout ce dont tu as besoin pour que les gens préparent ça avant le tournage. Et c'est le branle-bas de combat, tu vois. Oui. Ouais. Parce que cette réunion, elle a lieu quand avant le tournage? Des fois 1 heure, des fois 2 heures, des fois 3 heures, en fonction de la scène. C'est vrai qu'on allait parler en jours, mais non, on parle en heures. Non, alors ça dépend, bien sûr. Bien sûr, mais sur un scènes, monde, tous les jours, pour les petites scènes, ils se réunissent 1 heure avant, par exemple. Tu vois. Ouais. Les grosses scènes, non. Les grosses scènes, t'as même des mois de prépa. Oui, bien sûr. Nous, on arrive sur un James Bond 4 mois avant, tu vois. 4 mois avant, ça nous laisse le temps de faire la prépa, de répéter, créer les chorégraphies, filmer, faire des prévises, entraîner les acteurs. Très bien. Donc, tu es en assistant de coordinateur de cascade pendant, tu as dit, entre 7 et 9 ans, hein, c'est ça? Ouais, 7, 10, je sais plus, à peu près. Quoi. En tout cas, parce qu'à un moment, je fais les deux. Oui, j'imagine. Tu vois, vers la fin, j'étais assistant, mais je commençais aussi à être responsable sur des films. Donc, la transition, d'accord. Et la première fois où tu es responsable sur un film, c'est sur quel film? La toute première fois, je crois que c'était sur la série que faisait Olivier. Olivier Schneider a réalisé, c'était sa première réalisation. D'accord. Il a réalisé une série qui s'appelait Playground. D'accord. Une plateforme qui s'appelait Black Pills, d'après une idée originale de Luc Besson, une école de tueurs, des enfants tueurs et tout ça. Il y a plein de chorégraphies, et vu qu'Olivier est réalisé, et du coup, j'ai pris sa place de chorégraphe et de coordinateur, tu vois. Ah oui, ok. Et est-ce qu'il arrivait à se retenir là? Évidemment que non. Évidemment que non. Tu imagines bien que, tu vois, il y a des restes et puis ça le démangeait. Donc, on a fait un travail ensemble. Oui, bien sûr. Il s'occupait de sa réalisation, mais évidemment qu'il se mêlait des chorégraphies, il se mêlait de tout et que, évidemment, mais il me laissait la main faire ce que j'avais à faire, mais évidemment, il mettait son grain de sel et qu'il me donnait. Mais c'était surtout sur la direction des chorégraphies, sur le ton de l'action qu'il voulait. C'est ce qu'on fait toujours, hein, d'ailleurs. Et est-ce que tu préfères justement quand un réalisateur s'y connaît à ce point dans ton domaine, ou tu préfères, avec les réalisateurs, vraiment être le spécialiste et que lui, vraiment, ait sa part du travail de réalisateur sans trop connaître ton domaine? Comme ça te laisse être totalement libre, peut-être sur tes propositions. Les deux sont intéressants, je trouve. Autant j'adore être dirigé par un réalisateur qui sait exactement ce qu'il veut et moi, je lui apporte, tu vois, ma technique et lui, il s'en sert. Bien sûr. Autant où des fois, je travaille avec des réalisateurs qui ne connaissent rien du tout à l'action, et t'as tout à mais construire. qui me font confiance. Ils me disent, ils me donnent leur vision. Ouais. Et ça, c'est génial aussi, parce que du coup, tu as plus de travail de création et d'imagination et tu peux proposer plus de choses. Les deux sont super intéressants, franchement. Parce que quand tu travailles avec un réalisateur qui sait exactement ce qu'il veut, des fois aussi, il te surprend et il t'emmène dans son univers et tu es surpris par le résultat que tu as fait toi-même. Et moi, j'adore, tu vois, voir comment il fait voyager notre travail. Ah oui. Est-ce que tu es invité à des phases de post-production, au montage, par exemple Oui, ça arrive. Ah oui, ça, c'est à la demande du réalisateur, souvent. D'accord. Des fois, ça le rassure, tu vois, de se dire, tiens, j'ai un monteur qui peut-être a moins l'expérience de monter une bagarre. Ouais. Est-ce que tu peux aller jeter un œil et du coup faire ce que je te disais, tu vois, un dérochage avec lui, dire tiens, ce plan il est bien, ça c'est bien, tu devrais couper ce plan-là, enlever une image ici. Et nous, on apporte, j'allais dire, notre petite expérience de monteur spécialisé dans l'action. Oui. J'allais te demander justement, il n'y a pas des postes de monteurs qui viennent juste pour monter des scènes de combat à vos côtés, par exemple? Alors, plus sur des grosses productions. Ah, d'accord. Alors peut-être en France, sur des grosses productions où ils font appel à des gens spécialisés, mais sur des films américains, sur des blockbusters, ils ont des mecs qui font que ça. Est-ce que tu as pu assister à une séance de post-production américaine, par exemple, où justement ces spécialistes prennent le relais en fait sur ton travail de plateau? On a déjà assisté, tout à fait, et le truc, c'est que chacun a sa vision des choses, tu vois. Ouais. Mais c'est là où je dis, des fois, moi, je suis content d'être surpris, tu vois, de voir qu'un autre mec des choses, monte d'une autre manière. Moi, je l'aurais pas vu comme ça, mais qu'il monte super bien. Je dis waouh, super. Et du coup, je dis ah ouais, moi je le voyais comme ça. Et lui, des fois, il rebondit. Il dit ah d'accord, je vais essayer de l'intégrer et c'est génial. Mais on a déjà assisté et ça nous rassure déjà
avant que le film sorte, on sait ce qui va marcher, ce qui a marché. Oui. Et ce qui va sortir à peu près. J'allais te demander justement, alors évidemment, c'est si tu peux le citer ou pas d'ailleurs, est-ce que tu as eu un jour cette expérience inverse de ne pas être invité, peu importe, en tout cas d'arriver à la projection et d'être assez déçu de la chorégraphie, comment elle rend à l'image, et à l'inverse après, d'avoir été agréablement surpris sur un autre projet de comment ça rend à la post-production. On a eu les deux cas de figure, ça arrive dans les deux sens. Je pense que oui, mes confrères et moi, on est plus souvent même déçus d'un montage d'action, mais tout simplement, je te dirais un truc, c'est que nous, c'est tellement notre domaine, et des fois on est tellement pointilleux, et que on sait qu'on aurait pu pousser plus loin la scène. D'accord. On sait qu'on aurait monté différemment. C'est-à-dire, avec ce que vous avez tourné au plateau, vous aurez pu mieux vous en sortir sur la post-production. Mais ça, c'est d'un point de vue, j'allais dire, un peu égoïste, et d'un point de vue un petit peu trop avec des œillères, spécialiste. On apprend à tempérer justement cette envie-là. Parce que le film, c'est pas forcément un film d'action. Oui, ça tourne pas que sur ça. Par exemple, quand je travaille avec Jacques Audiard, on a fait De rouille et d'os aussi. Oui. Et il a gardé peut-être 10% de ce qu'on a fait. Ah oui. Tu vois, et pas forcément les meilleurs plans pour nous. Mais lui, les plans, pour son film, il préfère tout d'un coup le plan de la tête de Mathias, l'acteur, avec le sang qui coule d'un côté, parce que ça raconte quelque chose, tu vois. C'est son esthétique. Ou tu vois, il a passé plus de temps à mettre des regards sur Marion Cotillard qui regarde le combat, pour voir au travers de son regard, tu vois, l'émotion que ça crée. Ouais. Mais tout ça, on le comprend après. Mais évidemment qu'il y a une frustration. Bien sûr. Quand tu as passé des mois à faire des combats avec plein de cascadeurs, à entraîner l'acteur, tu vois. Tu sais ce qu'il y a en boîte. Il a une chorégraphie avec 50 mouvements et qu'à la fin, il te reste 5 mouvements avec des ralentis, donc tu vois, avec des gros plans, tu vois pas. Forcément, ma partie spécialiste, elle est un peu heurtée. Et après, on était ravis du résultat parce que le film est magnifique. Et finalement, c'est là où je te dis, des fois, on est surpris comment un réalisateur peut emmener nos scènes parce qu'elle raconte complètement autre chose de ce que nous, on a voulu raconter, tu vois. D'accord. Et on se dit à chaque fois entre nous, si tu veux faire ton film, fais ton film. Si tu veux faire exactement comme tu veux, fais ton film. Et c'est ce qu'a fait Olivier. Voilà. Ah oui. Et c'est ce qui l'a poussé à devenir réalisateur, tu vois. Ah oui. Comme quoi la frustration, ça peut être positif. Oui, parce ça nourrit cette envie-là. Oui. Parce qu'à force d'être frustré de ne pas voir ce que toi, tu as voulu montrer, à un moment, il faut initier toi-même tes projets, tu vois. C'est quoi tes prochaines étapes après, une fois que tu es coordinateur de cascade? Est-ce que tu continues à être cascadeur aussi, d'apparaître à l'image ou pas du tout? C'est difficile en fait. Des fois, ça peut t'arriver des fois sur un film que toi tu coordonnes. De tout d'un coup, ça t'amuse, tu vas faire un des personnages, tu vas faire un truc, mais en fait, t'as tellement pas le temps. Donc, tu vois, il y a un moment, il faut savoir se recentrer. Dans ce cas-là, à quoi consistent tes entraînements ensuite, ou en tout cas ta méthodologie de travail quand tu n'es pas sur les tournages? Du coup, j'imagine que tu es moins dans la salle à m'entraîner, à t'entraîner avec Olivier ou quoi. Oui, non, mais de toute façon, ça avec le temps, de toute façon, petit à petit, tu t'entraînes moins si tu performes moins. Tu vois, ton rythme de travail et tes séances de travail, elles sont orientées vers ce qu'on te demande. Ouais. Et ça sera, tu regarderas plus de films. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Tu vois, peut-être réfléchir plus. Au moins déjà que tu sois à la page, que tu sois bien dans l'air du temps, que tu fasses bien les choses et que tu saches ce qui marche en ce moment, ce qu'essaie de faire le mieux possible, tu vois déjà. D'ailleurs, en parlant de technique et de technologie d'ailleurs qui avance, donc tu as travaillé chez Quantic Dream, donc le studio de jeux vidéo. Ici, ça a dû être, j'imagine, un environnement totalement nouveau ou toi, tu avais déjà fait un petit peu... Alors, chez Quantic... Ouais. Moi, je travaille chez Quantic depuis tout premier jeu. Donc, ça doit faire, je sais pas, peut-être 20 ans. Nomad Soul, par exemple? J'ai pas fait Nomad, j'ai fait Fahrenheit. Heavy Rain. Ah, Fahrenheit, d'accord. J'ai fait Fahrenheit, Heavy Rain, à peu près tout le reste. Ouais, tout ce, mais Nomad Soul, non, je l'ai pas fait. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les behind the scenes, tu vois, quand tu vois des gens avec des marqueurs et tout ça, sur les films. Bien sûr, tout est un peu filmé. De coulisses, les gens. Et du coup, on voit comment ça se passe. Ouais. Mais nous, on connaissait déjà. Et on a vu l'évolution de la technique. Et on l'a suivi, j'allais dire. On l'a suivi. Est-ce que tu peux rappeler succinctement ce que c'est que la motion capture, justement, pour les gens qui ne connaissent pas trop? La motion capture, c'est la technologie qui permet de capturer des mouvements, comme son nom l'indique. C'est ça, des marqueurs qu'on met sur une combinaison. Voilà, on met des marqueurs sur un acteur ou un cascadeur qui est en combinaison noire, et on lui met des marqueurs qui sont captés par des caméras, plein de caméras qui sont dans un studio. Et avec les ordinateurs, ils reproduisent en fait tous les mouvements que la personne a fait et lui appliquent une forme, une apparence. Et donc voilà, donc nous on donne, j'allais dire, tout le mouvement
et l'ordinateur donne les apparences. Toi, ta première expérience de motion capture, ça a été avec Quantic Dream ou sur d'autres productions? Je ne sais plus. Je sais que c'était en tout cas, c'est dans mes toutes premières. D'accord. Mais j'ai travaillé aussi avec d'autres studios à l'époque. J'ai fait 50 Cents, le jeu. D'accord, ok. Où j'ai joué 50 Cents. C'est pas vrai. Et la petite anecdote, c'est drôle parce que le réalisateur, Antoine Charéron, que connaît très bien Ben d'ailleurs, parce qu'il était son assistant sur... Benjamin Dibling. Hein. Ouais, Benjamin Dibling. Et en fait, le réalisateur ne voulait pas montrer aux clients que le performeur n'était pas black. Oui. Parce que eux, ils attendaient à voir. Et tu sais, quand tu te projettes 50 Cent, tu dis, il va prendre un black qui ressemble à 50 Cent. Et moi, c'est un réalisateur avec qui j'avais déjà travaillé et on a collaboré plusieurs fois. Et il aimait ma manière de bouger, mon énergie, tout ça. Et il m'a dit, non, je veux que tu fasses 50 Cent. Par contre, il faut pas que tu sois là quand il y a des clients et tout. Donc, il s'est arrangé pour quelqu'un d'autre. Non, mais voilà, quand on tournait, il s'est arrangé pour pas que je sois là. Oui. Et tu vois, je suis parti voir le concert de 50 Cent avec lui pour m'imprégner du personnage. Tu l'as pas rencontré? J'ai joué 50 Cent. Non, j'ai pas rencontré. Non, voilà, tu es allé voir ses performances. Ouais, je suis parti voir et tout. D'accord. Et en fait, on l'a fait en sous-marin. Et à la fin, le réalisateur, il a montré le résultat. Et après, il pouvait montrer les images. Alors, c'est lui qui l'a fait. Parce qu'une fois qu'ils étaient contents, tu vois, on s'en fout de se dire, bon, que c'est pas oui, tout à fait. un mec qui ressemblait à 50 Cent. Bien sûr. Tu vois. Donc, non, c'est hyper intéressant, en fait. Moi, je trouve que l'approche que les films d'animation, les jeux vidéo, l'approche technique qu'on peut avoir sur ces plateaux-là, ça nous sert beaucoup sur les tournages. Et vice-versa. Nous, évidemment, toute l'expérience qu'on a du cinéma, on va l'apporter sur les jeux vidéo et les films d'animation. Mais l'inverse aussi. Et moi, je le dis à tous les cascadeurs que je fais travailler sur les jeux vidéo, par exemple, tu vois, je leur dis, mais c'est hyper formateur. Les jeux vidéo, en fait, enfin, une journée de motion capture, tu vas bosser, mais 5 fois plus que sur un plateau de cinéma ou sur un plateau, tu vas faire ta scène. Entre-temps, on va replacer les choses, les lumières, les décors, caméra. Tu vois, il y a beaucoup de temps, en fait, où tu ne performes pas. Alors que sur un plateau de motion capture, tu bosses tout le temps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as un saut à faire, on va te le faire 50 fois. Parce qu'il n'y a rien qui nous empêche. Tu vois, on sent le petit pic envoyé à Benjamin Dibling qui t'a fait sauter 50 fois. Ah oui, tout à fait. Je suis passé par là. J'ai laissé de la sueur. Et non, mais c'est très formateur. D'accord. Évidemment, à la fin de la journée, t'en peux plus. Ouais. Parce que les chorégraphies, tu les fais 1000 fois. Une chorégraphie, par exemple, sur un jeu vidéo, tu vas l'apprendre. Mais, par exemple, dans un jeu vidéo, le joueur, il va jouer, il peut gagner ou il peut perdre. D'accord. Ce qui fait dire que la chorégraphie, elle n'a pas qu'un sens. Tu peux gagner et perdre sur le premier mouvement, sur le deuxième mouvement, sur le troisième mouvement, quatrième mouvement. Tu peux à la fin finir en game over, rebondir. Et en fait, nous, on doit tourner toutes ces hypothèses. Oui, surtout que je précise un petit peu, mais le studio, la Quantic Dream, si tu parles en tout cas de ce genre d'expérience, c'est vraiment des jeux narratifs où on choisit... À chaque mouvement, on peut choisir une possibilité. Cette possibilité entraîne donc une autre scène. Il y a toute une arborescence de mouvements. C'est une arborescence. Dans une chorégraphie. Ce qui veut dire qu'une chorégraphie, dans une chorégraphie, tu peux avoir 10 possibilités. Alors que le joueur, imaginons, va avoir 3 options, imaginons, mais en fait, l'arborescence fait que tu en as 30 à prévoir. Et t'imagines bien que déjà, pour faire la chorégraphie, il faut que tu crées toute l'arborescence. Après, le cascadeur qui va l'apprendre, il faut qu'il apprenne toute une version A. Mais après, il faut qu'il désapprenne très vite et qu'il fasse la version B. Mais c'est hyper dur, ça, à faire d'ailleurs, en termes de performance. Un cascadeur doit apprendre tout d'affilée pour ce genre d'exercice. Oui, parce qu'en fait... Tu peux pas arriver avec un papier, lui dire voici le prochain mouvement, lui il connaît. Non, il doit apprendre sa chorégraphie comme un acteur doit apprendre son texte. Comme une danse aussi. Oui. Sauf qu'un acteur, il peut tricher des fois. Il peut mettre le papier derrière la caméra et tricher. Nous, t'es en train de bouger tout le temps. C'est pas faisable. La technologie de la motion capture, il y a une cinquantaine ou une soixantaine de caméras et il capte le moindre de tes mouvements. Alors qu'à la caméra, des fois, tu vois, si t'as un plan américain, tes orteils, s'ils sont de travers, si ton pied, il est comme ça, on ne verra pas. Alors que là, des fois, on refait une prise parce que tout d'un coup, moi, j'ai vu que ta cheville, elle a fait ça, j'ai vu un déséquilibre. Et on l'a vu à la caméra. Parce que tout le corps est capté. D'accord. Est-ce que justement, quand ce genre de choses arrive sur la cheville, est-ce que plutôt tu vas aller voir l'équipe d'animation en disant là, il a tremblé ici, mais on n'a pas le temps de la refaire, il va falloir que vous paramétrez à l'animation 3D que la cheville reste droite, ou vraiment, toi, tu vas plutôt dire non, on la refait absolument.
Tous les cas de figure existent, c'est pareil. Mais tu l'as fait en tout cas d'aller voir les équipes d'animation. Tout dépend du temps qu'on a, tu vois, de ce qui reste à tourner. Si on a le temps, évidemment, on la refait. Oui, bien sûr. Mais des fois, on n'a pas le temps et je vais discuter avec Benjamin Dibling, le réalisateur, et je vais lui dire, écoute, est-ce que c'est vraiment important? Et lui, il me dit, non, je sais comment je vais le filmer. Là, à ce moment-là, je vais le filmer de dos. Ouais. On verra pas les pieds. Donc, on peut se permettre des fois des imperfections. Ouais. Mais parce qu'après, c'est super dur aussi d'avoir le mouvement parfait des orteils. Sur tout le corps. À la tête. Mais c'est ça le truc. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est un peu plus exigeant et difficile que sur un plateau de tournage. Du coup, moi, je trouve que tout le travail qu'on a fait en motion capture, ça m'a vachement nourri et ça m'a vachement fait progresser sur plein d'aspects et ça m'a rendu meilleur sur le tournage. Et puis, oui, dans le détail après, en plus, c'est-à-dire. Ouais, du coup, j'ai vachement plus l'œil, tu vois. Quand je regarde, j'arrive à voir, mon œil, il scanne plus de choses. Après, là, le studio Quantic Dream, t'as fait tous les jeux vidéo. Mm-hmm. Est-ce que tu as pu jouer après aux jeux que tu as chorégraphiés? Alors non. Depuis que je fais les jeux, j'ai jamais joué à aucun jeu que j'ai fait. C'est vrai? Bah ouais, parce que ni le temps et ni j'avais même pas les consoles pour te dire. Parce que oui, et au studio, tu les testes jamais manette en main, une petite scène comme ça pour voir comment ça se déroule? Non, ça m'est pas arrivé encore. C'est vrai? Ça D'accord. m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé. Non. Aujourd'hui, maintenant, comment on peut décrire ton métier? Alors, mon métier, le décrire. Alors déjà, je le dissocierais si c'est en local ou à l'international déjà. Ah, d'accord. Parce que moi, mon métier, en fonction de si je bosse en France ou si je bosse sur un film à l'étranger, sur des plus gros films, c'est pas du tout la même implication et le même engagement. D'accord. Tu vois, sur les films en France, on va t'appeler pour faire une scène, ou alors, à moins que ce soit vraiment un très gros film d'action, où ça va m'impliquer pendant longtemps. Je vais pouvoir, tu vois, naviguer entre plusieurs projets. Je vais pouvoir avoir une vie perso à côté. Je vais pouvoir, tu vois. Alors que quand je travaille sur un film américain, je pars pendant des mois et je ne vis que pour ce film. Mais j'allais dire, c'est plus d'un point de vue engagement, tu vois, la charge mentale, tu vois, tout ça. Oui, bien sûr. En France, j'allais dire, comme tout le monde, t'as ta vie de tous les jours. Voilà. J'arrive plus à dissocier. Ah oui. Est-ce que tu préfères aujourd'hui, du coup, être un peu plus en France, auprès de ta famille, par exemple, ou Oui, c'est un choix. Tu évites maintenant. D'accord. Et puis, il y a aussi une question de répartition. Tu vois, c'est tout bête, mais là, cette année, j'ai plus d'années de travail que de non-travail dans ce métier. Ah, d'accord. C'est-à-dire que j'ai 25 ans de métier. Ah oui, pour 24 ans. J'ai réalisé, en fait. Et oui. Et je me suis dit, en fait, j'ai passé plus de temps de ma vie à faire ce métier qu'à vivre en dehors de ce métier. Et du coup, j'essaie de rééquilibrer un petit peu, tu vois, la répartition travail et perso. Et maintenant, je mets en priorité ma vie perso. J'ai fait plus que tout ce que j'aurais pu espérer, en fait. Donc, tu vois, j'ai pas de frustration de me dire, j'aimerais faire un plus gros projet. Non, c'est ta suite logique à toi. Voilà. C'est la suite de ton parcours. Maintenant, on va passer à quelques petits conseils. Pour quelqu'un qui veut devenir cascadeur ou cascadeuse, évidemment, par où commencer? Déjà, je trouve qu'il faut être passionné dans une spécialité, dans un domaine, et qui peut servir un tournage. Tu vois? Pour devenir coordinateur, quelles compétences en plus faut-il développer, en plus de ce que tu viens Beaucoup d'expérience et une vision, D'accord. je dirais. Tu dois être à la page. Quelles sont les erreurs fréquentes que tu vois chez les débutants? Des fois, vouloir aller trop vite et vouloir trop vite obtenir la forme que le fond. D'accord. Tu vois, de manière générale. Ok. Parce que pour avoir le fond, ça prend du temps. Mais c'est du concret, c'est du solide, je trouve. Et la forme, des fois, c'est de la poudre aux yeux. Et on peut l'obtenir vite et ça construit pas grand-chose. Voilà, des fois, c'est superficiel. Maintenant, le tips que toi, tu fais, mais que tu vois rarement chez les autres, c'est-à-dire peut-être en tant que cascadeur et en coordinateur de cascade. S'il y a un tips, c'est parce que c'est difficile quand même d'en isoler un, c'est peut-être l'empathie. Parce que l'empathie, ça me permet de ressentir, tu vois, quand je lis un scénario, j'essaie de ressentir ce que la personne a voulu dire. Quand je parle à un réalisateur, j'ai une empathie. Quand je vois une scène d'action, j'ai de l'empathie parce que je me mets à la place des gens qui le font. D'accord. Et je me mets à la place des gens qui vont voir la scène, tu vois, le spectateur. Bien souvent, quand je fais une chorégraphie, je me dis, tel mouvement, je ressens, je me dis, je suis dans mon siège de cinéma et ça va me faire, aïe, oui, ou waouh, tu vois. Et je pense que l'empathie me donne cette sensibilité qui peut guider mon travail. Donc, il faut se mettre toujours à la place des autres. Top. Maintenant, dans l'avenir du métier, comment tu vois l'évolution du métier de cascadeur et coordinateur de cascade, chorégraphe? Alors, avec toutes les nouvelles technologies, j'ai l'impression qu'il va y avoir une grande transformation. Et nous, déjà, on l'a vu s'opérer.
Tu vois, quand je travaillais sur les films américains, eux, ils ont beaucoup de VFX, d'effets spéciaux numériques, et ils l'intègrent beaucoup plus, parce qu'ils ont les moyens aussi. Hein. Oui. Tu vois, le face replacement, tout ça. Oui. Et ça se voit de plus en plus. Par exemple, les films où avant... Moi, les tout premiers films d'action, c'est drôle parce que tu regardes les films, tu voyais qui doublait. La doubleur elle avait même pas le même corps. La perruque a été mal fichue. Tu vois, tu voyais ça. Mais tu faisais pause sur la VHS. Tu regardes même L'Arme Fatale, tu voyais les trucages. Tout à fait. Que nous on voyait pas à l'époque parce que notre œil n'était pas assez formé. Non, mais aujourd'hui, il y a la vitesse et tout. Voilà. Mais aujourd'hui, vu que les gens le public, il a un œil plus averti. La technique, elle devient tellement évoluée qu'on voit plus qui est vrai, qui est faux. Et je pense que ça va de plus en plus aller vers du virtuel. Ouais. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. Tu vois, c'est un vrai débat et c'est presque de la philosophie de se dire. Bien sûr. Parce que le bon côté de ça, c'est que nous, par exemple, on a moins de blessés. Les cascades, et maintenant, il y a plein de trucs que tu peux faire en numérique. T'es plus obligé d'envoyer un humain prendre des risques. Et tu dis, voilà. Après, il y a toujours le ressenti que moi j'avais quand je regardais un film de Jack Chan, quand je le voyais, il se faisait mal. Parce que justement, on parlait d'empathie. Là, je l'aurais plus. Parce que je me dis, finalement, tout est faux. Il y avait aussi ça qui va se perdre. De Buster Keaton, quand il faisait des trucs, tu te dis, il a fait je sais pas combien de prises pour arriver à faire ça. C'est ça, la prise de risque. Parce que c'est du vrai. Ouais. Tu vois, les voitures, ils les ont cassées. Tu te dis, il y avait quelque chose où il pouvait y avoir de l'empathie, justement. Ouais, bien le sûr. spectateur pouvait s'identifier parce qu'il s'est dit, waouh, ça s'est vraiment produit. Très bien. Écoute, si des gens veulent suivre ton travail ou te contacter, est-ce que tu as des réseaux Non. Alors non, moi je suis pas. Non pas que j'ai quelque chose contre les réseaux. Hein, non, que bien justement, moi qui te parlais de ma vie perso et tout, j'essaye de m'isoler un petit peu en dehors du travail. Très bien. Pour ne pas être tout le temps dans le bain du travail. Et du coup, je suis ni sur les réseaux, ni sur Internet. Si vous voulez suivre le travail de Patrick Vaux, regardez les génériques. Et puis, c'est ce que vous m'apercevrez de temps en temps. C'est ça. Au fil d'un générique. T'as un super Wikipédia d'ailleurs très rempli, donc je pense qu'il y a des heures de visionnage pour ceux qui ont envie de voir ce que tu fais. Mais je suis pas sûr qu'il soit complet, ni à jour, ni. En fait, le mieux, si vous voulez voir un petit peu le vrai parcours des gens, c'est IMDb. Parce que, en fait, c'est les prods qui t'inscrivent, ou toi-même, tu peux t'inscrire. Bien sûr. Tu peux inscrire les films que tu as fait, mais souvent, c'est les prods. Donc, du coup, c'est plus pertinent. C'est vrai. Donc, IMDb pour voir un petit peu. Petite pub pour IMDb. Voilà, de toutes tes œuvres. Écoute, Patrick Vaux, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça. Merci beaucoup pour ce petit moment d'échange. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Moi qui et de nostalgie, en plus, ça m'a rappelé des souvenirs. Moi, en tout cas, des bons aussi à essayer de faire ces chorégraphies aussi dans mon coin. Là, j'étais ravi de te rencontrer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'On verra en post-prod. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à suivre le podcast et à le partager autour de vous. Ça nous aide énormément pour la suite. Patrick, je te dis au revoir et à tout le monde, je dis à bientôt. Au revoir. Waouh, ça a duré longtemps. On a enregistré 2h03. Ça va être chaud. Non, c'est très